Aujourd'hui, on va parler de la grande sœur, cette personne qui a tout porté sans qu'on lui demande en fait son avis. T'as jamais eu de grande sœur, t'étais toi-même la grande sœur de ta fratrie et personne t'a demandé si tu voulais de ce rôle ou pas. On te l'a juste donné. On te l'a donné progressivement, naturellement, tellement naturellement, je dirais, que pendant des années, tu as cru que c'était ta personnalité, que c'était toi, que tu étais comme ça. Cette solidité que tu as, cette responsabilité, ce réflexe de vouloir tout gérer, tout anticiper et surtout cette honte limite ou cette gêne de demander de l'aide, de se montrer vulnérable. C'est pas qui tu es. Ça, c'est pas ta personnalité. C'est ce qu'on a fait de toi, qu'on t'avait encore besoin qu'on s'occupe de toi, qu'on t'avait encore besoin d'être vulnérable, d'avoir un adulte qui veille sur toi. Et je vais parler aujourd'hui d'une blessure qu'on ne voit presque jamais. On parle beaucoup de l'enfant négligé, de l'enfant maltraité, de l'enfant qui a manqué d'amour, mais on parle très peu de l'enfant à qui on a trop donné. On a donné beaucoup de responsabilités. Et très tôt surtout, vraiment beaucoup trop tôt, sans lui demander si elle pouvait les porter, si elle pouvait en fait gérer ces responsabilités-là, si elle les voulait tout simplement. La grande sœur ou l'enfant parentifié plus précisément, c'est l'enfant qui a grandi en remplissant un rôle d'adulte dans sa famille. Et c'était pas parce qu'en fait elle était mauvaise, pas parce qu'en fait elle était punie, mais souvent parce qu'elle était capable, parce qu'elle était là, parce que personne d'autre en fait ne pouvait le faire et personne d'autre en fait ne le faisait. Et on lui dit que c'était en fait une chance, on lui disait que c'était une qualité, que c'était en fait une force. Souvent c'était des phrases comme par exemple t'es tellement mature pour ton âge, c'est trop bien de pouvoir compter sur toi, on peut compter sur toi, heureusement que t'es là, t'es tellement sage. Et en fait ces phrases-là, pour un enfant, ça sonne comme un compliment. Pour cette personne-là, ça sonnait comme des compliments, alors qu'en réalité en fait c'était la description d'une charge qu'un enfant n'aurait jamais, mais jamais dû porter. Et ce schéma de l'enfant parentifié, ça ne vient pas forcément en fait d'une famille dysfonctionnelle au sens clinique du terme. Ça peut venir en fait de plusieurs choses. D'une mère, par exemple, débordée seule, qui avait besoin d'un soutien émotionnel, que l'adulte autour d'elle, souvent en fait du coup son conjoint ou sa famille, ne pouvait pas en fait lui donner. Ne lui donnait pas, alors en fait c'est la fille aînée qui est devenue sa confidence, son ancrage, celle en fait à qui elle raconte ses inquiétudes, ses peines, ses blessures, ses douleurs, ses craintes conjugales des fois aussi. Ça peut aussi venir en fait d'un père absent. Un père absent que ce soit physiquement ou émotionnellement, et d'une mère du coup qui s'est effondrée. Et l'aînée, du coup, a dû prendre la relève. Elle a gardé ses frères, ses sœurs, elle a géré les tensions, elle a appris en fait à lire l'humeur en fait de la maison pour prévenir les explosions, pour désamorcer certaines situations. Ça peut aussi venir en fait d'une fratrie nombreuse où les parents, par épuisement, par culture, par manque de moyens, ont délégué à l'aîné une partie de l'éducation des autres ou des charges du coup du foyer. Dans tous ces cas-là que je viens de citer, l'enfant n'a pas été maltraité au sens où on l'entend. L'enfant a été utilisé. Utilisé avec amour très souvent, avec gratitude parfois, mais utilisé quand même. La finalité, elle est la même. Et cette utilisation, elle a laissé des marques que la femme adulte aujourd'hui traîne sans savoir en fait d'où elles viennent. Et ça crée des blessures. Et je vais les citer en fait une par une, on va les décortiquer une par une. Une des blessures, elle crée en fait une blessure de la femme qui ne sait pas recevoir. Elle sait donner, elle sait anticiper, elle anticipe les besoins de tout le monde autour d'elle, elle sait les satisfaire, elle sait s'organiser pour que tout le monde soit bien. Mais quand quelqu'un fait quelque chose pour elle, elle ne sait pas quoi faire. Elle sait pas quoi faire de ça. Elle est mal à l'aise parce que elle minimise. C'est pas nécessaire. Tu t'es donné trop de mal. Elle rend le cadeau avec des mots. Elle compense immédiatement. Quand quelqu'un lui rend un service, elle se sent redevable. Parce que recevoir, ça lui est étrange. C'est quelque chose en fait d'étranger. C'est pas quelque chose de familier. Dans son enfance, recevoir n'était pas son rôle. Son rôle, c'était de donner, d'anticiper, de gérer. Et quelque part, recevoir lui fait peur, parce que ça la met en fait en position de dépendance. Et la dépendance, pour une enfant qui a appris que sa sécurité passait par son utilité, c'est le pire endroit où elle peut être. Donc pour elle, ça représente un danger. La deuxième blessure, c'est confondre l'amour et la responsabilité. Pour cette femme-là, aimer quelqu'un, c'est en être responsable.
C'est s'en occuper, résoudre ses problèmes à sa place, vivre ses problèmes à sa place, résoudre limite ses blessures, guérir en fait ses blessures, être là quand ça va pas. Donc, elle choisit, sans se rendre compte, des partenaires, des amis, des relations qui ont besoin d'elle. Parce que, en fait, c'est là qu'elle reconnaît, en fait, l'amour. C'est là qu'elle sait quoi faire. C'est là où elle sait comment aimer. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle, elle ne sait pas comment l'aimer. Elle se sent, en fait, inutile. Et sans utilité, elle se demande si elle a sa place, si elle a sa place ou pas vraiment dans cette relation-là. La troisième blessure, c'est elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais genre, vraiment. Pas au sens superficiel, mais vraiment au sens profond du terme. Parce que elle a passé tellement d'années à être à l'écoute des besoins des autres, de sa mère, de ses frères et sœurs, de ses partenaires, de son papa, qu'elle n'a jamais développé une relation claire avec elle-même, une relation claire avec ses propres désirs. Elle a dû en fait les mettre de côté pour pouvoir répondre à tout le monde, parce que elle a dû en fait s'effacer pour répondre aux besoins de tout le monde et pour gérer en fait les besoins de sa famille. Et quand on lui demande « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Elle cherche pendant longtemps, elle cherche, et souvent en fait, ce qu'elle trouve en premier, c'est pas ce qu'elle veut, c'est ce qui arrangerait en fait tout le monde. Elle s'est construite en réponse aux autres. Elle ne connaît pas encore sa forme en fait propre. Elle connaît pas en fait qui elle est vraiment. C'est quoi ses désirs, c'est quoi ses besoins en fait. La quatrième blessure, c'est qu'elle s'épuise sans se plaindre. Elle est en fait entraînée, on l'a conditionnée à tenir le coup, à fonctionner, à ne pas montrer en fait que c'est lourd. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes actuellement qui ils sont là et qui portent tout et qui restent en fait dans des relations où elles vivent comme si c'était en fait des mamans célibataires, elles gèrent tout toutes seules alors qu'elles sont mariées, mais parce qu'en fait on les a entraînées à tout tenir et en fait à ne pas se plaindre. Parce que dans son enfance, si elle s'effondrait, et bah qui allait tenir? Qui allait s'occuper de ses frères et sœurs? Qui allait s'occuper de sa maman épuisée? Elle ne pouvait pas se permettre de craquer. Alors elle a appris à ne pas craquer. Elle a appris à aller jusqu'au bout, à dormir moins, à manger debout, à sourire en fait alors qu'elle tombe, qu'elle est épuisée. Et adulte, elle fait pareil. Elle tient, elle tient, elle tient, elle tient jusqu'au jour où elle ne tient plus. Et là, c'est un effondrement brutal, un effondrement total, souvent incompréhensible pour les gens autour d'elle. Mais t'avais l'air si bien, mais t'avais l'air de gérer, mais je comprends pas, mais tu gérais très bien jusque-là. Oui, elle avait l'air bien, mais elle a appris ça aussi. Elle a appris en fait à montrer que tout va bien pendant qu'elle s'effondre de l'intérieur. Le cinquième point, c'est en fait la culpabilité. Elle culpabilise, elle se sent coupable de se reposer. Elle connaît pas le repos. Le repos pour elle, c'est de l'irresponsabilité. C'est du temps pris sur quelque chose qu'elle aurait dû faire. Quelqu'un qu'elle aurait dû aider. Une tâche qu'elle aurait pu en fait résoudre et de faire plus rapidement. Elle ne sait pas se reposer sans liste, sans projet, sans utilité en fait en cours. Sinon, elle se sent inutile et surtout en fait elle a culpabilité parce que ce temps-là, elle aurait pu le consacrer à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Les vacances la mettent mal à l'aise. Le dimanche sans agenda lui crée une anxiété sourde. Et si elle ne fait rien, la culpabilité arrive immédiatement. Et je sais très bien de quoi je parle parce que c'est dans ce cas-là et franchement, je connaissais pas les dimanches. Et encore pire quand j'ai commencé à travailler pour moi-même. Quand je suis devenue indépendante, c'était très compliqué pour moi de me dire, eh ben, je vais prendre un week-end, un dimanche pour me reposer. Parce que mon droit d'être là a toujours été conditionné à ce que je faisais pour les autres. Et le repos, c'est exister sans rien produire pour personne, sans rien donner pour personne. C'est quelque chose en fait que je n'ai jamais vraiment eu la permission de faire. Et du coup, j'avais trop du mal à me dire que je vais prendre du temps pour moi, que je vais me reposer tout simplement. Et pendant des années, c'était le cas. Le dernier syndrome, c'est la femme sauveuse. C'est ce que la grande sœur devient souvent. Elle devient en fait, à l'âge adulte, la femme qui a envie de sauver tout le monde, qui a besoin, je dirais, même pas elle a envie, elle a besoin de sauver tout le monde, cette femme sauveuse, celle qui choisit en fait des partenaires blessés, des amis en crise, des amitiés en fait où elle a besoin de sauver en fait l'autre, des projets impossibles, pas parce qu'elle veut s'infliger en fait cette douleur-là, mais par familiarité, parce que c'est ça en fait qui la nourrit, c'est l'utilité. Elle reconnaît la détresse de tout le monde et elle sait
quoi en faire, quoi faire avec. Elle a été formée pour ça depuis en fait l'âge de 8 ans, 7 ans, peu importe. Et dans la relation sauveuse, elle retrouve quelque chose qui ressemble à sa place en fait dans le monde, ce confort étrange d'être indispensable, ce sentiment d'exister pleinement quand quelqu'un a besoin d'elle. Mais ça a un coût. Ça a un coût et le coût, il est énorme. Parce qu'elle ne choisit pas ces personnes pour ce qu'elles sont, mais elle les choisit pour ce qu'elles ont besoin. Et quand elles vont mieux, et quand elles vont mieux, ou quand en fait elles ne veulent pas guérir, elles se perdent et elles se sentent pas bien. Donc soit la relation elle prend fin parce qu'en fait elle n'est plus nécessaire, soit elle reste et continue de porter ce qui n'est pas à elle de porter. Ce qui n'est pas en fait son devoir, ce qui n'est pas en fait ses traumas, ses blessures, ce qui n'est pas en fait son jeu tout simplement. Et dans les deux cas, ses propres besoins restent en liste d'attente indéfiniment. Elle va jamais prendre soin d'elle, elle va jamais penser à elle, ou c'est très 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 rare. Alors, j'avais dit avant que c'était le dernier point, mais c'est celui-là en fait le dernier point, le refus de maternité. C'est en fait la blessure qu'on n'ose pas nommer. Il y a quelque chose en fait que certaines grandes sœurs portent en silence, un refus ou une ambivalence en fait profonde face à la maternité. Et ça, c'est mon cas personnellement. Et ce refus, on le juge. On le juge, on le questionne. Ah bah tu changeras d'avis. Ah mais c'est égoïste. Ah mais t'as pas encore rencontré la bonne personne. Mais t'inquiète pas, tu seras la première à faire des enfants. Personne ne pose la vraie question. Pour une femme qui a été le troisième parent depuis l'enfance pour ses enfants, qui a été le parent même de l'adulte qui était censé prendre soin d'elle, qui a changé des couches, qui a géré des crises, consolé des pleurs, qui a sacrifié en fait ses propres besoins pour s'occuper des enfants qui n'étaient même pas les siens. Le désir de ne pas recommencer n'est pas de l'égoïsme, c'est uniquement de l'épuisement. C'est de l'épuisement. C'est une femme qui a déjà été mère sans choix, sans reconnaissance, sans que personne ne s'occupe d'elle en retour. Et qui, adulte, refuse de revivre la même chose, refuse de signer pour une deuxième fois ce contrat qu'elle n'a jamais signé la première fois. Ce refus de maternité, il n'a parfois en fait rien à voir avec les enfants. Il a tout à voir avec le fait qu'elle a donné ce qu'une mère donne avant même de savoir en fait ce que c'était, avant même de savoir en fait qu'elle était en train de donner sa maternité, et en fait qu'il n'y en reste rien à donner tout simplement. Et c'est pas un défaut, c'est une information sur ce qu'elle a vécu. C'est un trauma. Et cette information mérite d'être entendue, pas corrigée, pas jugée. Et le vrai problème, ce n'est pas que la grande sœur est trop responsable, ou trop indépendante, ou trop sérieuse. Le vrai problème, c'est qu'on lui a volé quelque chose qu'on ne peut jamais lui rendre, son enfance. Et pas au sens dramatique, mais au sens concret. C'est vraiment du concret, c'est vraiment de la réalité. Les années où elle aurait pu en fait être irresponsable, légère, centrée sur elle-même, comme tous les enfants en fait ont le droit d'être, et bah ces années-là, elle les a passées à porter, à anticiper, à gérer, à désamorcer des situations. Et aujourd'hui, cette femme adulte ne sait pas être sans fonction, sans utilité. Elle ne sait pas exister sans être utile pour quelqu'un. Elle ne sait pas prendre soin d'elle avec la même évidence qu'elle prend soin des autres. Parce que, en fait, personne ne lui a jamais montré que sa valeur n'était pas, en fait, conditionnée à ce qu'elle portait en fait, à ce qu'elle donnait, à son utilité, à son aide, à sa présence, à ce qu'en fait elle a apporté à sa famille. Et ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est pas une leçon, c'est pas un exercice, juste ça. Tu as été courageuse d'une façon qu'on n'aurait jamais dû te demander en fait d'être. Tu as porté ce qui n'était pas à toi. Ce qui n'était pas à toi de porter, à un âge où tu aurais dû en fait être porté toi-même. Et le fait que t'aies tenu le coup, ça ne prouve pas que c'était normal. Ça prouve que t'étais exceptionnel dans une situation qui n'aurait pas dû exister, que tu n'aurais pas dû vivre tout simplement. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne plus porter. Tu as le droit de ne pas
savoir qui tu es en dehors de ce que tu fais pour les autres et de prendre le temps de le découvrir, de prendre le temps de découvrir cette facette de toi qui reçoit, qui demande de l'aide, qui pose au lieu de tout porter toute seule, qui partage les responsabilités, qui dit non, je n'ai pas la force pour porter ça toute seule. Tu n'as rien. Tu n'as rien à réparer. Tu n'as personne à sauver. Pas même toi, en fait. Juste te rencontrer et te rencontrer, en fait, enfin. Toi, tes propres désirs, tes propres besoins. Et lui donner une seule question à garder avec toi. Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on fasse pour toi? Et que, en fait, t'as toujours fait pour les autres. Cette réponse-là, c'est la carte de ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce dont en fait tu as encore besoin, de ce que tu n'as jamais reçu, de ce que tu mérites de commencer à te donner et à demander. Pas forcément en attendant que quelqu'un arrive enfin et le fasse pour toi, mais en commençant toi à te placer dans ta propre liste de priorités. Ça, c'est super important. À commencer à te prioriser. Pas en bas, pas en dernier, mais quelque part en haut de la liste, mais pour une fois. Pour une fois, en fait, mets-toi au début de la liste. La grande sœur a tout géré toute sa vie. Maintenant, qui s'occupe d'elle? Si la réponse est personne ou moi, mais en dernier, alors cet épisode, c'est pour toi. T'as pas à continuer à être un troisième parent de tout le monde. T'as le droit d'être enfin la première de toi-même. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas de me laisser un commentaire, un avis, une note sur ta plateforme préférée et à très bientôt pour un nouvel épisode.